Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée pour le retard de cette vidéo. J'ai eu du mal à la faire, sans parler de ces derniers jours où je n'ai pas du tout allumé mon ordi, car sait-on jamais, j'ai préféré préserver mon PC d'une hypothétique surtension. Donc j'ai pris beaucoup de retard. Mais bon, ça fait partie des aléas de la vie. Franchement, début janvier, j'arrête pas de cumuler. Oh là là, si je vous disais tout ce qu'il y avait, laisse tomber. Enfin bref, on n'est pas là pour se plaindre, on est là pour parler de films. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like et le petit commentaire. Et on est parti pour la troisième vidéo bilan où je vais vous parler des films que j'ai vus soit sur Netflix, soit au cinéma, soit en VOD. Voilà. Mais avant ça, avant-propos, avant de parler des films, comme promis dans ma précédente vidéo, si vous l'avez regardé sur les documentaires, je voulais vous parler d'un autre documentaire que j'ai vu sur Netflix, mais que je trouvais qui n'allait pas dans le thème de ma vidéo documentaire, parce que vu que j'ai vu beaucoup de vidéos sur des crimes, je trouvais que ce documentaire-là n'allait pas du tout dans le concept de la vidéo d'avant. Enfin bref, je vais vous parler du documentaire sur Blackpink, In Your Area, Light Up the Sky, disponible sur Netflix. Alors, le documentaire va suivre sur plusieurs mois les filles du groupe Blackpink, composé de Jennie, Lisa, Jisoo et Rosé. Il va y avoir leur parcours à partir de leur adolescence. On va parler de leur audition jusqu'à ce que les filles soient lancées officiellement par le groupe YG Entertainment, le label discographique sud-coréen situé à Séoul. Même si j'ai bien aimé le documentaire, je l'ai trouvé, comment dire, je l'ai trouvé politiquement correct, voire très lisse. Comment vous expliquer ça? Les filles du groupe sont très respectueuses envers leur label. Vous me direz que c'est normal après tout, hein. Elles ne vont pas, en fait, si vous voulez, raconter leurs difficultés, que ce soit au niveau de l'école de danse, qui, me semble-t-il, est quand même très compétitive, mais on n'en parle pas du tout dans ce documentaire, ni de leur rythme de travail qui, franchement, quand tu vois ce qu'elles font, ça doit être monstrueux en fait au niveau de leur rythme de travail. Et ça, c'est pareil, on n'en parle pas du tout. Et on ne va pas non plus parler des conséquences de cette célébrité qu'elles ont par rapport à leur vie privée. Elles ont explosé depuis quelques années, donc c'est vraiment dommage, je trouve, que ces points-là ne soient pas du tout abordés dans le documentaire. C'est un documentaire très positif dans son ensemble, c'est pour ça que je pense que c'est aussi un documentaire qui a été édulcoré. Mais bon, il se regarde très bien. Après, ce n'est que mon avis, hein. En tout cas, j'ai eu cette impression-là. J'aurais juste aimé qu'ils montrent plus la réalité de leur métier au vu de leur stature de star mondiale en fait. Donc voilà pour le documentaire. Petite info sur le groupe, le contrat des Blackpink a été renouvelé avec leur label YG Entertainment, mais sous certaines conditions, me semble-t-il, de ce que j'ai compris. Si je vous retrouve, je vous mettrai l'article de presse dans la barre de description. YG aurait l'exclusivité des activités du groupe Blackpink, mais concernant leur carrière solo, de ce que j'ai compris, ils n'auront pas de droit de regard. Ils n'auront pas de mot à dire. Donc voilà, concernant les Blackpink, si vous connaissez pas le groupe, franchement, moi je trouve que c'est un très bon groupe, que n'hésitez pas à aller jeter, n'hésitez pas à aller écouter leur musique et le documentaire se regarde très bien. Donc voilà mon avis sur ce documentaire-là. Et maintenant, on va continuer sur les films. Je voulais quand même vous parler de ce documentaire parce que je l'ai quand même bien aimé. Même si, comme je vous l'ai dit, hein, bon, mais c'est à voir. Donc maintenant, on va partir sur les films. Il y a des rattrapages de l'année dernière et quelques films que j'ai vus cette année. Il me reste encore, mais alors encore beaucoup de films à voir. Je ne vais pas super développer ici, je veux juste vous présenter les films que j'ai vus. Si j'ai des choses à dire sur le film, je vais essayer au mieux de ne pas vous spoil, mais
Les films sont sortis depuis un moment, je ne sais pas si on peut encore considérer cela comme du spoil, mais bon, dans le doute, je vous signalerai à l'écran si j'oublie pas. De même, si la bande-annonce passe, je vous la mettrai, sinon je ne mettrai que l'affiche. Désolée pour ça, mais voilà, je préfère faire comme ça. Je vous parle des films que j'ai vus de manière chronologique, je vous mettrai à la fin, certainement dans la partie 2 du coup, mon petit flop et top de l'année 2023. C'est parti! Le premier film que j'ai vu l'année dernière, c'est le film Everything Everywhere All at Once. Alors, pour la petite histoire, Evelyn Wang tient une laverie avec son mari Waymond qui veut divorcer. Evelyn, elle est au bout de sa vie. C'est alors qu'elle fait la connaissance d'Alpha Waymond. Ce dernier, en fait, est une version alternative de son mari. Il lui explique que de nombreux univers parallèles existent et qu'ils ont besoin d'elle pour vaincre une menace. Il lui explique que chaque choix de leurs homologues fait engendrer la création d'un nouvel univers, si j'ai bien compris. Les habitants de l'Alphaverse ont ainsi développé une espèce de technologie permettant d'accéder aux compétences, aux souvenirs et au corps de leurs homologues des univers parallèles. Ça, c'est pour l'histoire, la petite histoire officielle. Sinon, j'ai trouvé que ce film était très surprenant, qui, à mon sens, parfois va un peu dans tous les sens. Je pense qu'ils ont voulu aborder peut-être un peu trop de sujets dans ce film, en rajoutant à tout ça un côté un peu fantastique, science-fiction, comédie, arts martiaux, mystique, psychédélique. Je sais pas, il y a plein de gens mélangés en fait. Ils sont partis dans des délires, surtout quand ils doivent, par exemple, faire la liaison avec leurs homologues des univers parallèles. Bon, j'ai été très surprise, mais par moments j'ai trouvé que ça allait un peu trop loin pour moi, mais ils ont assumé leur délire jusqu'au bout. On peut pas leur retirer ça. J'ai aussi trouvé le film un peu brouillon par moments, dans le sens où j'ai pas forcément compris si on était dans la réalité ou dans un monde fantasmé par Evelyne. Comme il y a différents mondes qui s'entrechoquent, par moments c'était un peu difficile de se situer par rapport à la Evelyne qu'on nous montre au début. Je sais pas. À partir du moment où elle est contactée par l'homologue de son mari, Alpha Waymond, j'ai eu l'impression que tout a été perturbé au niveau de sa vie et de la réalité d'Evelyne. Au final, ce film va surtout mettre en avant sa relation avec sa fille et son mari. Tout ça étant emballé par des événements parfois très loufoques, voire même un peu fantasmé par Evelyne, je sais pas. J'avoue que j'ai pas forcément réussi à voir où on était situé exactement dans l'action. Bref, je trouve que c'est un ovni, ce film, mais j'ai quand même passé un bon moment devant. Donc voilà. Petit point que je voulais rajouter, c'est que Michelle Yeoh a été récompensée de l'Oscar de la meilleure actrice sur ce film. Je trouve que je sais pas si c'est pas son premier Oscar d'ailleurs par rapport à sa carrière et tout. Je crois, mais je suis pas sûre, j'ai pas vérifié. On va vérifier tout de suite. Oui, c'est ça, c'est son premier Oscar hollywoodien, on va dire. Et j'ai beaucoup aussi aimé Jamie Lee Curtis dans son rôle. Elle est complètement déjantée dans ce film. Elle m'a trop fait rire. Voilà pour Everything Everywhere All at Once. Ensuite, dans la liste des films que j'ai vus, on enchaîne sur Wakanda Forever. Alors pour l'histoire, la reine Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye et la Dora Milaje se battent pour protéger leur nation des puissances mondiales intervenant à la suite de la mort du roi T'Challa. Alors que les Wakandais s'efforcent de reprendre courage suite à la mort de T'Challa, ils vont devoir faire face à de nouvelles menaces venant d'un peu partout. On va dire ça comme ça. Quand on a appris la maladie puis le décès de Chadwick Boseman, je pensais qu'ils allaient laisser tomber la suite. Mais le projet a finalement été maintenu, sans forcément dire qui allait reprendre le rôle de Black Panther. Ensuite est sortie la bande-annonce.
Et comme beaucoup, je pense, j'ai été très très touchée par le trailer quand il est sorti à l'époque. J'avais trouvé ça vraiment touchant, la façon dont ils avaient intégré la mort de l'acteur et du personnage dans le film. J'ai pris ça pour un très bel hommage en fait, et je pense pas qu'il faille voir ça autrement. C'était vraiment un hommage. On voit qu'il y a de l'amour en fait dans ce qu'ils ont fait au début du film. Après, quand j'ai su que c'était Shuri qui devenait la nouvelle Black Panther, j'ai pas forcément été super convaincue. Mais bon, je me suis dit que vu qu'on nous montre un nouveau personnage, Namor, bah ça m'a un peu intriguée quand même. Je me suis dit, allez, on va voir ce que ça donne. Après le visionnage du film, ça a malheureusement confirmé ma première impression. Je sais pas, j'ai pas été convaincue par Shuri. Je souligne quand même le fait que cela a dû être une très grosse pression pour son actrice, Laetitia White, de reprendre la relève. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle a été présentée d'une manière dans le premier film, mais je trouve que la transition de son personnage en Black Panther est pas vraiment passée de mon côté. Je ne sais pas, je l'ai pas trouvée convaincante face à Namor. Et même si l'histoire est intéressante, je trouve que la fin du conflit retombe un peu comme un soufflet en fait. Ça m'a un peu déçue, limite elle se fait dominer par Namor et puis après, par je ne sais quel miracle, finalement, elle prend le dessus. Je me rappelle plus trop comment ça se passe, mais bon voilà. Je sais pas, je trouve que ça a été un peu facile. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais la fin m'a pas satisfaite en fait. Bref, voilà pour le film. Sinon, concernant Ironheart, qu'on présente dans ce film, j'ai eu la même impression que pour Echo, dans le sens où je ne vois vraiment pas l'intérêt de consacrer une série à ce personnage. On la voit dans, comment dire, on la voit dans Wakanda, mais j'avoue que j'ai pas un attachement spécial pour le personnage. Mais bon, encore une fois, c'est l'avis que j'ai eu au moment T du film, mais peut-être que dans sa série, ce sera beaucoup mieux développé, je sais pas. Dans tous les cas, il faut savoir que la série Ironheart est toujours maintenue à l'heure où je fais la vidéo et qu'elle devrait sortir, sauf imprévu quelconque, en septembre 2025. On verra ce que ça donne, je sais pas. Pour l'instant, je vois pas trop pourquoi, mais bon, on verra, on verra. Voilà, sinon ce que j'ai pensé de Wakanda Forever. Ensuite, on enchaîne sur Ant-Man Quantumania. Pour l'histoire, Scott Lang et Hope Van Dyne, alias Ant-Man et la Guêpe, vont vivre de nouvelles aventures en compagnie de Hank Pym et de Janet Van Dyne, les parents de Hope et de la fille de Scott, Cassie. Le duo va explorer la dimension subatomique, interagir avec d'étranges nouvelles créatures et se lancer dans une odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qui pensait être possible. Bon, ça, c'est l'histoire officielle. Quantum Mania va introduire le personnage de Kang le Conquérant. En soi, j'ai trouvé l'histoire intéressante. Ils expliquent la relation entre Janet et Kang. On en apprend plus également sur ce personnage que j'ai trouvé intéressant. Pour information, Kang est le variant du personnage de Celui qui demeure qui a été introduit dans la saison 1 de Loki. Il faut avoir vu la saison 1 de Loki. Enfin, est-ce que c'est obligé? Oui, pour comprendre un peu le contexte, oui, je dirais. Le film va plus mettre en avant la fille de Scott, Cassie, qui s'avère être très intelligente, mais aussi un peu rebelle, et qui aussi par qui le drame arrive. Bon, il fallait bien trouver une excuse pour partir dans le monde subatomique. Mais bon, clairement, on sent qu'elle est là juste pour la relève en fait. Par contre, le point qui m'a chagriné dans le film, c'est que je trouve que le personnage de Hope est quasiment transparente durant les trois quarts du film, du début du film. Je l'ai trouvée limite inexistante. Evangeline Lilly ne parle quasiment pas durant une bonne partie du film. Franchement, je sais pas, ça m'a sauté aux yeux, j'ai trouvé ça trop dommage. Mais bon, on dit, bah, elle fait un peu rôle secondaire, voire tertiaire, ou je sais pas. Pour l'histoire, comme je vous dis, j'ai plutôt bien aimé l'histoire, mais par contre, ce qui m'a le plus gêné dans ce film, c'est les effets spéciaux. Alors, je les ai trouvés très inégales tout le long du film. Il y a des passages qui passent très bien.
Et puis, il y a des scènes où clairement on voit les effets spéciaux. Et ça, c'est sans parler du personnage de MODOK. Alors, franchement, ouais, on va dire que j'ai été choquée quand j'ai vu le personnage derrière l'armure. Mais il me semble que, oui, j'avais vu, je m'étais fait spoil, je crois, sur le personnage. Mais bon, franchement, c'était pas très grave. Bref, ce ne sera pas une surprise si je vous dis que j'ai pas du tout aimé le design du personnage et franchement, je ne voyais pas l'intérêt de l'avoir rajouté. Pour moi, Kang se suffisait à lui-même. Après, je connais pas l'origine story de MODOK, donc je ne sais pas s'il est lié à Kang ou pas, mais bon, dans ce film, je l'ai pas trouvé intéressant. Sinon, petit aparté, je n'ai pas eu encore l'occasion de donner mon avis concernant l'histoire avec l'acteur Jonathan Majors. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, je vais faire un petit rappel. Jonathan Majors, qui devait incarner les nouveaux méchants de la phase 5 et 6, a été accusé de comportements toxiques, d'agressions physiques et verbales dans sa vie privée comme sur les plateaux de tournage. Et il a été arrêté en mars dernier, 2023 du coup, pour motif de violence conjugale envers sa compagne Grace Jabari. En décembre 2023, il a été reconnu coupable par la justice américaine des accusations d'agression et d'harcèlement. Et suite à sa condamnation, les studios Marvel ont décidé de mettre un terme à leur contrat avec Majors. Les studios ne pouvaient clairement pas le garder. Ils ont quand même, on va dire, attendu le jugement, mais de toute façon, du moment qu'un acteur ou une actrice commence à avoir des histoires avec la justice, on va pas se mentir, les studios sont plutôt expéditifs et préfèrent mettre un terme à tout contact avec l'acteur en question. Ils ne peuvent pas, en gros, cautionner ce genre de comportement quand ils sont avérés, même quand ils sont pas avérés. Parfois, c'est juste soupçonné, mais ils plaisantent pas avec ça. Si vous voulez vraiment mon avis sur ça, je trouve que c'est dommage qu'il ait gâché sa carrière comme ça. En plus, c'est tellement... Enfin, c'est pas évident de décrocher un tel rôle et du moment que tu commences à avoir une carrière qui se lance comme ça, mais tu te tiens à carreau en fait. Je parle de Majors, donc je parle de sa carrière à lui, mais il ne faut pas oublier les victimes. Il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal de personnes qui ont parlé de son comportement. Après, c'est sûr, on n'est pas dans sa vie, mais de toute façon, rien ne justifie une violence, une agression ou peu importe. Donc voilà, c'est vraiment dommage d'avoir gâché sa carrière comme ça. C'est tout ce que je peux dire, c'est ça en fait. Sinon, pour revenir à Kang, j'ai vu qu'il y avait des vidéos qui se posaient la question s'il fallait continuer sur la saga de Kang ou s'il fallait introduire un nouveau super vilain. Mon avis, franchement, je trouverais ça dommage de tout arrêter concernant Kang. Même si on pourrait dire que la saison 2 de Loki pourrait être considérée comme une fin pour celui qui demeure, vu comment ça se termine au niveau de Loki. Mais bon, cela fait des années qu'ils mettent en place la dynastie de Kang. Pourquoi tout arrêter? Et même si je ne suis pas fan du tout, mais alors là, pas du tout des changements de casting dans une série ou dans un film ou peu importe, je préfère encore qu'ils choisissent un autre acteur qui laisse tout tomber comme ça. J'aurais trop l'impression en fait d'avoir perdu mon temps s'ils font ça. Mais bon, on verra bien ce qu'ils décident, mais franchement, je préfère qu'ils finissent leur idée par rapport à Kang et après repartir sur un nouveau super vilain. Mais pas limite, on balaye ce qu'on a fait et on part sur un super vilain. Je sais pas, ils ont certainement déjà l'histoire de fait, ils ont certainement déjà pensé à tout. Et je préfère encore subir un changement de casting que partir sur une autre histoire. Parce que là, je me dis, ce serait se foutre de la gueule des gens, en fait. Parce que t'as quand même, comment dire, t'as quand même le film Quantum Mania, t'as Loki saison 1, Loki saison 2, où on nous tease ce personnage, où on nous tease qu'il y a beaucoup plus derrière. Et moi, je serais vraiment dégoûtée qu'ils arrêtent là. Après, Jonathan Majors, il a tout foutu en l'air. Je l'aimais bien, en fait, dans le rôle de Kang.
ou dans celui qui demeure, ou dans... Il joue un autre personnage dans Loki. Je me rappelle plus son nom là de tête, mais voilà, franchement, je trouvais qu'il jouait bien. J'aimais bien. Comment il interprétait les différentes versions de ses personnages, les différents variants, utilisons les termes, les différents variants de ses personnages. J'imagine pourquoi il voudrait pas continuer, parce que, ben, comme il a ces accusations sur lui, ils ont peut-être peur que ça se transpose sur les personnages. Moi, pour moi, du moment que ben il change l'acteur, je vois pas pourquoi ne pas continuer sur Kang. Mais bon, après, je sais pas la subtilité des choses. C'est peut-être une histoire comme ça. Il faut peut-être faire attention à tout ça. Je ne sais pas. Mais bon, voilà mon avis sur toutes ces histoires. Vraiment dommage, vraiment dommage. Je suis un peu dépitée de voir comment les gens peuvent gâcher leur vie pour des comportements pareils. Enfin bref, passons. Continuons. Le prochain film que j'ai vu, c'est The Flash. Alors, la critique est disponible sur la chaîne. J'ai fait 2 vidéos qui en parlent. Une où je vous donne mes pressentis sur le film par rapport au trailer, et l'autre vidéo où je vous donne mon avis après avoir vu le film. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous dit que vous ne l'avez pas encore vu. On continue sur notre lancée. Alors, je vais parler du film Hocus Pocus 2. Dans l'histoire, les horribles sœurs Sanderson sont de retour. Dans cette nouvelle aventure, le trio infernal, tout droit sorti du XVIIe siècle et assoiffé de vengeance, va une fois de plus s'acharner sur la ville de Salem. Mais en cette veille de Toussaint, 3 courageux lycéens vont tenter le tout pour empêcher ces sorcières en furie de ravager la ville. Bon, c'est un film qui est sorti en 2022. Et on va pas se mentir, je trouve que c'est un redite du premier film. Ils ont certes changé, rajouté des détails, mais ils ont remis aussi beaucoup d'éléments du premier film. Après, perso, ça m'a fait plaisir de revoir les actrices du premier film, que sont Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Cathy Najimy en Sir Sanderson. Elles ont l'air de s'amuser, c'est le principal quoi. Je vais dire que c'est un film pour les fans de Hocus Pocus, et un film limite faisant découvrir Hocus Pocus aux jeunes qui ne connaissent pas le premier film. Mais sinon ça, j'ai rien de plus à dire. J'ai eu l'impression de revoir le premier film, avec certes d'autres petits détails qui changent, mais sinon ça se ressemble beaucoup. Voilà. Mais bon, étant fan du premier film, ça m'a fait plaisir de revoir le deuxième. Ça m'a pas choqué, j'ai passé un beau moment devant. Donc voilà. Ensuite, on va parler des Chevaliers du Zodiaque. Alors pour l'histoire, Seiya, un jeune adolescent têtu de la rue, passe son temps à se battre pour gagner de l'argent, tout en recherchant sa sœur kidnappée. Lorsque l'un de ses combats réveille par inadvertance des pouvoirs mystiques qu'il ne savait pas posséder, Seiya se retrouve plongé dans un monde de guerriers sacrés et d'une déesse réincarnée ayant besoin de sa protection. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous ai fait une réaction au trailer. Il me semble que dans ma réaction, j'avais dit des choses finalement exactes. Et il y a des trucs pas du tout. Je me suis totalement gourée. Je vous avais pas fait de critique sur ce film, car franchement j'avais pas énormément de choses à dire dessus. Je n'ai pas aimé le film, j'aurais aimé l'aimer, mais c'est bien pour ça que malgré les critiques très négatives qui sont sorties sur ce film, je suis quand même allée le voir, mais très déçue. J'ai voulu donner une chance au film. Après, je me suis dit, bon, on n'a pas tous les mêmes goûts. Et puis moi, parfois, j'aime les films parfois que des gens trouvent nuls. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, on va aller voir. Mais j'ai vraiment pas accroché. Sinon, en gros, l'histoire va raconter, mais vite fait, vraiment vite fait, les origines de Seiya. Et on va plus s'attarder sur Sienna, la nouvelle incarnation d'Athéna. Alors, pourquoi garder Seiya et pas mettre Saori? Je sais pas. Est-ce que ça aurait été gênant de mettre
un nom asiatique sur une actrice qui l'est pas, je sais pas. On va découvrir que Sienna est arrivée sur Terre grâce à un chevalier d'or, si je me rappelle bien. Découverte du coup par ses parents adoptifs, elle vit désormais cachée car sa mère, qui est jouée par Falk Johnson, je ne sais pas son nom, il faut que j'arrête de le dire parce que je déforme son nom à chaque fois. Donc je disais, elle vit cachée de sa mère, que je prenais pour le grand pop du coup, alors que absolument rien à voir. J'étais vraiment partie dans un délire, moi. Mais enfin bref, on n'a même pas effleuré, ni ne serait-ce mentionné de loin le sanctuaire. Donc je sais pas pourquoi j'ai vu le grand pop dans le truc, moi. Enfin bref. Sa mère adoptive veut la tuer car cette dernière a été blessée par Sienna plus jeune et elle est persuadée que sa fille va détruire le monde et que cette dernière n'arrivera pas à maîtriser ses pouvoirs. Bah en fait le film voilà c'est ça. En soi l'histoire tient la route. On va dire que c'est une origin story qu'ils ont donnée à Athéna et franchement pourquoi pas. Mais le film du coup n'a pas été présenté comme tel. Comment vous dire, on parle des Chevaliers du Zodiaque alors que c'est très axé sur Athéna en fait. Donc à la limite, ils auraient dû peut-être plus appeler les origines d'Athéna ou quelque chose comme ça. Ça aurait peut-être mieux passé que d'appeler directement le film Les Chevaliers du Zodiaque. C'est mon avis. Moi, j'avoue que je pensais qu'on allait partir comme pour l'anime en fait, c'est-à-dire recruter les chevaliers via le tournoi. Vraiment nous montrer les origines des chevaliers comme dans l'anime, mais pas du tout. Alors, tu peux adapter l'anime, y a pas de souci, mais pourquoi autant changer l'histoire de base, l'excellente histoire de base. Après, je vous parle de l'anime du Club d'eau, c'est l'anime que je connais. Je n'ai pas lu les différentes sagas qui sont sorties après en manga. Alors peut-être que le film adapte une de ces versions, je ne sais pas. PS, je viens de vérifier, ils disent que c'est une adaptation du manga de Masami Kuramada. Donc si je ne me trompe pas, on parle bien de la première saga sortie en 86. Donc ma foi, cette adaptation n'a rien à voir. Ou sinon, ils avaient prévu d'adapter le tournoi et le sanctuaire sur les 2 prochains films. Je sais pas. Bref, même si dans le trailer on voyait que Seiya, je pensais vraiment qu'on allait voir tous les chevaliers de bronze. Comme on voit Iki, enfin il s'appelle Néron dans le film, qui, si on suit l'anime, apparaît beaucoup plus tard dans l'histoire, j'étais persuadée qu'on allait voir d'autres chevaliers, au moins, enfin du moins les présenter. Mais non, pas du tout, du tout. Du tout, du tout, du tout. Au moins, sinon, montrer le prochain chevalier à entrer en scène. Si leur but était de présenter un chevalier par film. Et bon. Si le film avait marché au cinéma, et c'est pas le cas, donc à mon avis, il n'y aura pas de suite à ce film, hein. Je pense que c'est mort. Après, je suis peut-être mauvaise langue, mais je vois pas comment ils peuvent rattraper ça. Concernant les armures, je confirme ce que j'avais dit dans ma réaction au trailer. Je les ai pas trouvées bien faites. Elles ont l'air beaucoup trop encombrantes, voire trop grosses pour l'acteur. Mais j'ai fait tout un speech là-dessus dans ma vidéo trailer. Je vous redirige vers mon autre vidéo, ma précédente vidéo. Sinon, au niveau des combats, on va dire que ça peut passer, mais ce qui m'a vraiment le plus gêné dans le film, c'est le mélange entre les chevaliers. Alors, je considère ça comme des chevaliers, je sais pas. Les chevaliers en noir et l'armée de garde du corps de Siena. Je sais pas, ça faisait un peu space de voir ces 2 types de combattants ensemble. Je sais pas comment expliquer ça. Il y avait un mélange vraiment qui passait pas. Ensuite, la relation entre Seiya et Siena est à mon avis trop rapide pour dire que le gars se retrouve attaché à elle au point de vouloir déjà risquer sa vie pour la sauver. Ils passent quoi? Une soirée ensemble à se raconter leur vie et limite, il va risquer sa vie pour elle le lendemain? Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas trouvé ça super crédible en fait. Mais bon. Alors, vous allez me dire, il n'y a rien à sauver dans ce film. Allez, bon, je vais quand même dire que l'entraînement de Seiya avec Marine est plutôt bien réussi. Ensuite, concernant les pouvoirs d'Athéna,
qu'on voit se manifester à la fin du film est plutôt bien réalisé finalement. On voit sa puissance destructrice et on ressent ses pouvoirs. Pour ça, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, mais à part ça, de mémoire, c'est tout. C'est tout, j'ai pas énormément aimé de choses dans le film. Mais bon, voilà. Je voulais quand même en parler parce que bon, voilà pour les Chevaliers du Zodiaque. Sinon, pour finir cette première partie des films que j'ai vus, oui, première partie, il me reste encore une petite liste à vous parler. Mais bon, déjà là, on est à plus de 30 minutes, donc on va peut-être s'arrêter là déjà, c'est pas mal. Le dernier film que j'ai vu pour cette liste-là sera Les Gardiens de la Galaxie 3. Alors pour l'histoire, les Gardiens de la Galaxie vont devoir combattre à nouveau Ayesha, la prêtresse des souverains. Ils doivent aussi faire face au créateur de Rocket qui veut le récupérer à tout prix et défier Adam Warlock, prêt à tout pour les tuer. Alors, je n'avais pas vu de bande-annonce sur ce film pour me garder le plus de mystère possible, mais je ne sais pas d'où est venue cette rumeur. Il y a eu des teasings un peu partout disant qu'il y avait un des gardiens qui allait mourir dans le film. J'avais entendu principalement parler de Rocket ou de Drax. Tout ce buzz pour finalement, je spoil, pas du tout, il y a tout le monde qui reste en vie et ils vont tous très bien, donc je ne comprends pas d'où c'est venu. Mais j'ai vraiment eu l'impression, encore une fois, qu'on prend les spectateurs un peu pour des idiots à force, quoi. Mais bon, passons. Le film se résumerait au fait que Rocket a été gravement blessé. Comme c'est un être qui a été génétiquement modifié, les gardiens ne peuvent pas le guérir n'importe comment, ils peuvent pas le soigner par eux-mêmes. Et c'est pour cela qu'ils partent en fait à la poursuite de son créateur. Car c'est celui qui dispose, alors je me rappelle plus trop, mais qui dispose des plans ou de la technologie ou d'un code informatique, là j'ai un doute, je me rappelle plus trop, mais bon, qui dispose de l'élément qui permettrait de guérir Rocket. Alors, ce qui m'a le plus touché dans le film, en fait, c'est la backstory de Rocket que j'ai trouvé vraiment très bien fait. J'avais déjà vu un peu son histoire dans le dessin animé des Gardiens de la Galaxie. Ça ressemble assez. Il y a quelques éléments qui sont modifiés, mais le principal y est. On fait tout pour faire croire, et bien évidemment, que Rocket va y rester. Mais bon, bref, sinon le reste, j'ai pas vraiment trouvé intéressant la course-poursuite avec l'ancienne reine, là, Ayasha, qui veut se venger des gardiens des plombs plus tard. Warlock, ici, franchement, j'ai trouvé qu'il a été tourné en ridicule. Il ne fait qu'obéir aux ordres de sa mère sans réfléchir. Après, il me semble qu'il vient de sortir de son cocon, donc je crois que il a l'âge mental d'un enfant dans le corps d'un adulte, je crois, hein, si je vous dis pas de bêtises. Après, c'est vraiment des souvenirs que je vous dis là du film, hein. Ensuite, concernant les autres gardiens, on va dire que c'est surtout Nebula et Gamora qui sont mis en avant. Et les autres, ils ont leur temps de présence à l'écran, c'est pas un souci, mais j'ai pas trouvé ça inoubliable en fait. Et celui que j'ai trouvé complètement transparent, c'est Star-Lord. Il est là, sans être là. Je ne sais pas, je l'ai trouvé limite inexistant un peu, comme sur ma critique que je vous ai dit tantôt par rapport à Hope sur le film Quantum Mania. J'ai eu le même ressenti pour Star-Lord dans ce film-là. Je sais pas. Je sais pas si c'est fait exprès, je sais pas si c'était pour comment dire, représenter un peu le moral du personnage en le faisant comme ça. En tout cas, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un essoufflement du personnage et quand tu vois ce qui lui arrive à la fin, ça m'a pas vraiment étonné. Alors, pour info, j'ai vérifié, c'est la dernière fois que Chris Pratt interprète le personnage de Star-Lord. Donc c'est vraiment sa dernière apparition dans le film en fait. Bref, voilà, il me semble que ce Gardien 3 est la fin du coup de l'équipe qu'on connaît, de ce que j'ai cru lire quelque part. Dommage, car il y a des personnages que j'aime bien, mais bon, ils sont peut-être arrivés aussi au bout de leur aventure. Je suis hyper mitigée sur ce film, je ne m'attendais pas à une fin comme ça, et autant les deux premiers films étaient colorés, enjoués, autant la fin de ce film, c'est peut-être parce que c'est un adieu, hein, je sais pas, mais ça plombe
comment dire, l'ambiance des deux premiers films, en fait. Je sais pas, c'est comme si il y a une espèce de lourdeur sur le film. Je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, j'ai pas apprécié le film plus que ça, alors qu'il a eu de très bonnes critiques, comme quoi, hein, ça, c'est pas parce qu'il y a de bonnes critiques que forcément on va apprécier le film. Moi, j'ai été très mitigée. Encore une fois, j'ai adoré l'histoire avec Rocket, mais c'est tout. C'est tout ce que je retiens du film. Voilà, enfin bref, j'en ai fini avec cette première partie bilan des films, qui présente déjà pas mal de films, je trouve. Mais bon, après, c'est pas tant que ça. Ben, je sais pas, je suis peut-être dans la moyenne. Ça fait à peu près un film par mois, on va dire. Que j'ai vu du coup l'année dernière. J'ai pris beaucoup de temps à l'écrire. Je ne sais pas quand va sortir la partie 2. Je préfère vous le dire directement. Sachant qu'en plus, il y a toute la partie série télé qui est beaucoup plus consistante que la partie film que je dois encore vous sortir. J'espère que je vais pas prendre 6 mois pour vous sortir les 2 ou 3 vidéos qui restent. Mais bon, je me dis que faire des vidéos bilan, c'est sympa, mais ce serait peut-être plus judicieux de sortir des vidéos individuelles parce que bah, ça fait quand même un gros boulot sur une vidéo et je sais même pas si vous allez tout regarder. Puisqu'on est déjà limite à 40 minutes de vidéo. Bon, peut-être un peu moins si je vais nettoyer un peu tout ça, mais voilà. Donc, je sais pas si ça fait pas une trop grosse longue vidéo. Mais bon, voilà, j'avais promis de faire vidéo bilan. Donc voilà, première partie faite. Normalement, si tout se passe bien, je vous la sors demain, dimanche. Oui, parce que là, j'enregistre samedi. Donc j'espère pouvoir vous la sortir demain. Je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Bye bye.